Salut Aurélien, Salut Philippe. qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Alors cette semaine, on était sur un salon, salon de la franchise Expo à Paris, avec mon équipe de commerciaux pour pousser notre offre qui s'appelle Algar Store et qui est dédiée aux franchises et acteurs du commerce assez variés pour les aider à obtenir leurs autorisations d'urbanisme, leurs diverses autorisations. Mais voilà ce qu'on a fait cette semaine. Ah, pour les franchisés, c'est les franchisés qui obtiennent les autorisations via le franchiseur, via vous. C'est ça exactement, on monte des partenariats ou des accords cadres avec des franchiseurs Mhm. et on va s'occuper d'autorisations. Typiquement, ça peut être des autorisations pour stationner des scooters de livraison, pour installer des enseignes publicitaires sur des devantures de magasins. Ça peut être des déclarations préalables de travaux pour modifier des façades. Donc on a plusieurs types d'autorisations comme ça qu'on facilite pour cette nouvelle cible client. Ouais, c'est top. Et c'est tout neuf ça du coup. Ouais, c'est assez récent. Ça fait moins d'un mois là qu'on l'a mis on stage. Bon, on l'avait déjà en tête depuis un moment, mais là, on a trouvé que c'était le bon moment pour le lancer, puis on l'a vraiment lancé là sur le salon. Top. Alors j'avais regardé ton interview coup d'état il y a 3 ans, et puis on avait suivi la même formation, Anyone Can Scale, qu'ils avaient sorti à cette Ouais, époque. Et ouais, du coup, je me rappelle à cette époque, tu étais encore très focus sur le permis de construire du particulier. Tu avais c'est ça. mentionné que tu avais des idées pour la suite. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, à la fois, les permis de construire, c'est un petit peu plafonné. Le nombre de permis de construire particuliers qu'il y a chaque année en France, tu avais dit 500 000 à l'époque, ça va pas monter très vite, je pense. Euh, Ouais, c'est plus 1 million en tout si on prend. Enfin, il y a diverses sources de données, mais oui, oui. Alors, c'est déjà un énorme marché. On n'en a hmm. pas, autant. Donc, on a commencé par les particuliers. C'est toujours notre offre la plus développée aujourd'hui, et c'est vraiment la vitrine d'Algar aujourd'hui de faciliter la vie des particuliers. Maintenant, on a décidé d'aller attaquer des nouvelles cibles B2B pour plusieurs raisons aussi. D'abord, dans le modèle économique, évidemment, un particulier ne va pas faire des permis de construire tous les mois, malheureusement. Du coup, eh ben, il faut Heureusement pour eux. ouais, heureusement pour eux. Du coup, il faut qu'on adresse des nouvelles cibles pour aller se créer du revenu récurrent, en tout cas un peu plus récurrent. Donc, on a lancé un, deux, trois offres B2B, et une quatrième là qui va arriver, qui va être beaucoup plus logicielle. Donc, on a élargi notre panel d'offres, mais on reste sur le même métier de l'autorisation, de l'urbanisme, de la facilitation administrative, de la gestion, mais simplement décliné avec des cibles différentes et pour des cas d'usage différents. Ah, j'ai vu sur ton site tout à l'heure, je regardais, donc tu as une section B2B maintenant avec les trois premiers services. Alors C'est comment ça. tu gères l'équilibre entre le B2B et le B2C en termes de com, en termes d'organisation? Tu nous disais ça reste un peu le même métier. Euh, Ouais, bah alors c'est assez nouveau puisque bon déjà on s'est rebrandé fin d'année dernière, on a clôturé une levée de fonds et à cette occasion on est passé de Permettez-moi de construire à Algar. Et du coup Algar s'est décliné en Algar Pro, Algar Desk, Algar CMI, Algar Store. Et du coup bah, en fait l'idée c'est que Algar reste le fer de lance et la vitrine. Au Algar on comprend que c'est pour obtenir des permis de construire. Et on positionne les offres pro à côté. C'est pas des offres totalement différentes, mais elles sont brandées un petit peu d'une autre manière, avec des couleurs un peu différentes, avec une communication différente. Et surtout, sur cette offre-là, bah, les moyens de communication et d'acquisition sont différents, parce que sur le B2C, ça va être beaucoup de SEO, de SEA, énormément de SEO. Sur le B2B, sur nos nouvelles offres, ça va être énormément de prospection commerciale, ça va être de mhm. l'événementiel avec des salons, ça va être de la presse spécialisée pour toucher les professionnels, ça va être des partnerships, ça va être ce genre de choses. Donc c'est assez différent. Et du coup, c'est pas les mêmes équipes, marketing et commercial? T'as séparé Si ça c'est les comment? mêmes équipes, alors marketing c'est les mêmes équipes, mais aujourd'hui on a une seule personne en marketing plus moi. Et en commerce, en fait, si tu veux, on a externalisé la partie commerce B2C. Parce qu'en B2C, en fait, nous, on génère des leads sur notre site, essentiellement avec le SEO, et on a une personne qui va t'appeler pour te Mhm. parler de notre service et te faire vraiment un process. Ça, on l'a externalisé. Euh, du coup, l'équipe en interne, maintenant, on l'a vraiment consacrée sur le B2B. Et on a recruté des nouveaux profils pour aller pousser ces offres B2B. Ok, intéressant.
Et changement de nom, du coup, comment ça s'est passé? Parce que souvent, on a des gens qui sont assez inquiets de changer de nom comme ça et de Ouais, domaine. J'ai vu que tu n'avais même pas fait le changement complet encore, vu que ton blog, qui est très bien référencé, est encore c'est sur ça. l'ancien domaine. Donc pourquoi le changement de Ouais. nom et comment ça se passe et est-ce que tu es content du process jusqu'ici? Alors, on est très content. Le changement de nom, parce que permettez-moi de construire, bien que très évocateur, et en B2C, ça nous a vraiment permis de se faire connaître et d'être retenu. C'était une marque qui était très descriptive et on fait pas que de la construction. D'ailleurs, la plupart de nos projets, c'est même pas des constructions, c'est de la rénovation, de l'agrandissement. Du coup, on voulait passer sur une marque beaucoup plus déjà courte, moins évocatrice et moins descriptive. Du coup, on est passé sur Algar. Algar, c'est simplement l'anagramme du mot Graal, parce que c'est ce que tu Ah, obtiens quand tu passes par nos services, et c'est ce que nos clients nous disent dans leurs avis Trustpilot ou Google, c'est attends, ils m'ont obtenu le Graal. Et du coup, on est passé sur Algar avec un univers qui nous ressemblait déjà, un univers beaucoup plus onirique, basé plus sur les rêves, sur l'accomplissement de soi à travers ces projets d'habitat. Il y a beaucoup de symbolisme dans notre nouvelle charte, des étoiles, des clés, il y a plein de choses. Et ça nous ressemblait, parce que déjà sur Permettez-moi de construire, au final, on avait toujours déjà tendance à vendre enfin même pas à vendre, à exprimer comment dire, une vision qui est beaucoup plus tournée sur l'accomplissement des projets hmm, le que rêve du juste la projet. facilitation administrative. C'est ça. Et avec un nom tel que Permettez-moi de construire, ça ne pouvait pas fonctionner, puisque Permettez-moi de construire, c'est très clair, mais c'est très pragmatique. Et Algar, c'est un peu maintenant un renouveau de la marque, même si on avait déjà cet ADN-là. Ça nous permet de l'exprimer beaucoup mieux et de la décliner avec nos offres pro, parce qu'on peut faire Ouais. du Algar Pro, Algar Store, ce qui Et aurait été puis compliqué avec Permettez-moi de construire. ça ouvre aussi des portes sur l'international, évidemment. Aussi, voilà, c'est ça. Et sur le domaine, alors on a changé le domaine du site et le domaine du blog, qui est aujourd'hui une grosse source d'acquisition pour nous. On l'a pas encore changé, on l'a rebrandé, donc c'est aux couleurs d'Algar. Il y a juste le domaine qui n'est pas changé, tout simplement parce qu'on voulait pas tout changer d'un coup. Ouais. En gros, là, on a laissé le blog sur le domaine Permettez-moi de construire, le temps de faire monter l'autorité du nom de domaine Algar, Mhm. en allant chercher des liens, etc. Et après, sûrement qu'on basculera tout sur Algar. Ouais, avec un changement d'adresse officielle auprès de Google. Donc il y a des méthodes pour faire ça. Faut pas Ouais, c'est trop ça. s'inquiéter. Est-ce que si c'était à refaire, tu commencerais tout de suite avec un nom plus évocateur comme ça ou tu referais le même process? Hmm, un nom moins évocateur, du coup. Oui, est-ce que Ou, tu redémarrais avec un nom très... Voilà, est-ce que ouais, alors, évocateur. Avec un non, nom je plus pense que abstrait comme c'était. Algar ou... Non, je pense que c'était une bonne stratégie au début d'avoir un nom de marque qui décrit exactement ce que tu fais. Enfin, tu vois, il y en a plein. Alors, ce que je me compare pas à ça, mais tu vois, vendez votre voiture.fr ou meilleurs agents ou je sais pas quoi. les horaires? C'est Pour ouais, les anciens, leshoraires.com. Salut. ouais, c'est ça. Mais du coup, une fois que t'as commencé à développer et que tu commences à être connu, bah, c'est pas inintéressant de penser à un rebranding. Puis une marque, ça vit, ça évolue, Mhm. c'est pas figé. Et Euh, l'effort de changer de nom est pas tel que tu repartirais pas d'un nom plus descriptif. C'est alors, si quand même, changer de nom de marque, c'est c'est souvent quand le même dilemme, quoi. énormément de travail. Ça coûte de l'argent. En plus, nous, on est passé vraiment par un studio de design, de création, avec qui on a conçu la marque. Alors, on a trouvé le nom nous-mêmes, mais il a fallu tout construire autour, la plateforme de marque, le brand book, enfin tout. Donc, c'est quand même de l'argent et énormément de travail. Mais je pense que ça valait le coup parce qu'aujourd'hui, on a fait un gap, tu vois, dans la valeur perçue de la marque et c'est hyper Ouais. important aussi dans notre métier. C'est cette valeur perçue marketing et qui est sincère putain, Algar, c'est la clé pour accéder à mes rêves, tu vois, et c'est le cas. C'est souvent le dilemme, hein, et on voit bien l'intérêt d'une marque très descriptive au début, on voit bien l'intérêt C'est d'une ça. marque plus abstraite à moyen terme. Après, c'est toujours est-ce que ça vaut le coup de commencer avec l'un ou l'autre? Surtout que tu avais une stratégie quand même très SEO. Et c'est vrai que les noms descriptifs sont parfois assez favorables au SEO. Et Donc, surtout, tu te poses pas, enfin, en tout cas, moi, je me suis pas vraiment posé la question au début quand j'ai lancé ouais. Permettez-moi de construire. J'étais étudiant, je faisais ça en freelance à côté de mes cours.
Tu vois, j'ai Pour trouvé toi, le la nom, question se posait permettez-moi de pas, ouais. construire, et c'était parti. Donc, je n'étais pas en train de réfléchir à, putain, est-ce que la marque va être assez évocatrice? Ça se réfléchit qu'a posteriori, ça. Ou alors quand c'est ta deuxième boîte et que tu as déjà du C'est ça, il y en a recul. beaucoup qui font ça ou qui font plusieurs, disons plusieurs boîtes en parallèle et qui essayent de trouver un fit. Ouais, c'est ça. Et souvent, eux se posent beaucoup la question, enfin, c'est des questions qu'on voit revenir en permanence et c'est vrai qu'elle est dure à trancher. Souvent, Mm, on va mm. dire, essaye d'avoir un bon nom dès le début, mais c'est vrai qu'ils sont plus longs à ranker aussi. Et ouais, quand tu. Ouais, c'est ça. Puis bon, après, c'est important le nom, mais c'est pas non plus tout ce qui va faire que la boîte va marcher, hein. Ouais. Du coup, comment tu. Donc là, surtout de l'inbound et du SEO pour ton acquisition sur l'aspect B2C, tu nous disais, justement parce que c'est que des one-shots, donc tu as intérêt à bien te positionner dans l'entonnoir et C'est dans la ça, phase où les gens se disent ok, c'est maintenant, il faut que je cherche comment on fait. Donc, exactement. est-ce que tu arrives à élargir un petit peu cet entonnoir et à capter les gens un peu plus tôt ou euh, Ouais, on plus essaye. de Alors, gens? Comment tu fais? c'est effectivement pas facile. Globalement, nous, les gens, on va les toucher, alors en SEO, dans un moment où ils ont un projet et où ils vont commencer à se renseigner ou à chercher une solution, en tout cas de l'info, de l'aide, du contenu sur c'est quoi un permis de construire, comment il faut faire et éventuellement comment je peux me faire aider. C'est des gens qui sont déjà dans un projet. Pour arriver encore plus tôt que ça, en fait, quand tu veux faire un projet d'habitat, la première phase, c'est de la phase d'inspiration. Tu vas voir Pinterest, tu vas voir des magazines, tu vas voir tes voisins, tu regardes ce qu'ils ont fait. Et c'est par l'inspiration que tu rentres dans un projet. Tu rentres pas dans un projet en te disant ah, j'ai trop envie de faire des travaux. Tu rentres dans un projet en te disant j'ai envie d'une super salle de bain et je vais regarder ce que je veux. Du coup, nous, on va essayer de mettre en place des choses pour arriver au moment où les gens s'inspirent et à ce moment-là, qu'ils puissent découvrir ou préciser leurs pensées sur le sujet des autorisations d'urbanisme. Voilà, je m'inspire sur les piscines à faire. Euh, et je sais peut-être pas qu'il me faut une autorisation et nous, il faut que tu nous vois à ce moment-là. Ok, donc toi tu les prends dans l'inspiration, tu les encourages à rêver un petit peu, et ensuite tu les introduis au sujet, disons aux barrières réglementaires et aux solutions à C'est ces ça. barrières. C'est tu veux ça, c'est pas moi qui vais réaliser ton projet. Ce qui est sûr, c'est que pour réaliser ce rêve, t'as besoin du Graal. Donc, Mhm. on est là. Du sésame, ok. Et tu as des lead magnets du coup un peu formalisés, tu en as testé plusieurs. J'ai vu que tu avais un guide, je crois, du permis de construire à télécharger. Ouais, on a un guide du permis de construire. Là, on est en train de déployer un gros projet SEO. Euh, Par exemple, tu vois, si tu tapes urbanisme, Mhm. espace, le nom de ta ville, tu feras le test. Bon, t'es digital nomade, donc tu choisiras une ville. Je vais choisir une ville. Alors, Tu auras, urbanisme Lille. toujours, dans 99% des cas, un lien vers le site de la mairie, sur la section urbanisme de la mairie, où tu peux retrouver des infos sur comment déposer une autorisation, c'est quoi l'urbanisme dans la ville de je sais pas quoi. Montpellier, là je viens de Voilà, faire Lille et Montpellier, donc en effet, c'est on ça. retrouve à chaque fois le même pattern. Et il y a 36 000 communes en France. Et Ouais. du coup, nous, on est en train de déployer un projet. En fait, on génère automatiquement 36 000 pages, autant qu'il y a de communes, avec du contenu spiné à l'intérieur Mhm. et divers tunnels à l'intérieur pour télécharger des documents, avoir des infos, etc. Avec l'objectif d'être premier sur Google avant le site de ta mairie. Et être sûr d'avoir une info de qualité, même si après tu passes pas par notre service, d'être sûr Mhm. d'avoir une info de qualité. Et alors, tu as une stratégie pour déployer les 36 000 pages, disons, progressivement, ou comment tu fais pour pas assommer Google et te retrouver avec des problèmes de crawl? Parce qu'on a des clients avec des stratégies un peu similaires, sur des thématiques également proches de la construction ou Mm, mm. disons, liées au bâtiment. Et c'est clair que dans certains cas, des cas qui sont pas toujours faciles à prédire, il y a des difficultés de crawl, etc. Euh, Alors, je pourrais pas t'en parler extrêmement ouais, on peut pas rentrer trop précisément dans d'un les point de vue secrets, technique. mais... Ouais, mais en gros, c'est généré, enfin, c'est géré par notre product manager en interne, nos Mhm. devs en interne, notre D'accord. expert SEO, notre agence SEO, et on a pris un freelance pour développer vraiment la partie technique de ce projet-là avec une techno qu'on n'utilisait pas, qui est Nuxt, Mhm. D'accord. et une experte aussi en content spinning. Et vous n'allez pas donc tout déployer d'un coup, j'imagine. Donc là, c'est la personne Non, qui est experte en content spinning, peut-être avec les données structurées aussi, avec des service area. Ah oui, mais non, parce que c'est pas des pages produits.
Ok. Et Ça, ouais, ça ça c'est va se faire, ouais, elles vont se déployer progressivement dans Google et on va pas forcer l'indexation des ouais, 36 000 pages. On va laisser Google tranquille venir les indexer. ouais, tu les pousses pas trop, une Ouais, stratégie de crawl aussi. Donc du coup, c'est intéressant ce que tu disais là, c'est que tu as quand même une équipe produit donc qui Mm, développe le site web et les applications, disons les c'est ça. interfaces avec ton service, donc l'aspect logiciel, on va dire. Ouais. Et ça va au-delà du logiciel, j'imagine, et qui est là sur un sujet purement marketing, acquisition. Donc, comment toi, tu as fait évoluer ça, l'alignement entre le marketing et le produit au sein de la boîte, parce que c'est un sujet qu'on adore. Et on parle Ouais. souvent aussi beaucoup Bah, de e-commerce, et le e-commerce, aujourd'hui, c'est un produit. c'est une équipe mixte. On a un product manager qui fait vraiment la gestion des sprints, Mhm. l'écriture des user stories, un peu les chiffrages des développements avec les développeurs. On a un développeur full stack en interne et on a une développeuse automation no code, donc automation manager. Et dans notre business, c'est quelque chose d'extrêmement important puisqu'on reste un business de service, même si on fait aussi du Mhm. logiciel. Et on passe notre temps à automatiser des choses. Donc à Integromat, je ne sais pas combien de milliers d'automatisation on a. Enfin, on a vraiment un job à temps plein sur l'automatisation chez nous. C'est Mhm. extrêmement important. Et là, on va recruter un product designer pour compléter l'équipe. Et après, en externe, on peut aller chercher des ressources comme là, la personne qui fait du spinning, le dev Ouais, qui est spécialisé dans ce genre de construction de pages dynamiques. ok. Et on n'hésite pas à externaliser quand on n'a pas soit la compétence, soit vraiment l'expertise pas assez approfondie. Du coup, votre produit, c'est aussi du service. Donc, est-ce que tu as une démarche, disons, un peu plus service design en même temps? C'est-à-dire, en plus des user stories, est-ce que tu regardes les autres points de contact, type chatbot, téléphone, etc., pour les inclure dans le même parcours? Ouais, alors sur le dashboard client, si tu veux, tu as un outil qui s'appelle Xeno, qui est une boîte lilloise là, qui est juste à côté, qui permet à nos clients de contacter leur customer success et d'avoir des bots qui pré-catégorisent le sujet Hmm. et qui vont attribuer le sujet au bon customer success derrière. Après, on centralise beaucoup vraiment via cet outil-là, via la connexion de notre dashboard. Après, il y a aussi du téléphone, mais quand tu es en phase client, tu peux pas appeler directement ton customer success. Tu dois passer par ton dashboard et si tu as envie d'échanger par téléphone, tu prends un rendez-vous. Hmm. Sinon, Et c'est alors, ingérable. pour prendre ces décisions-là et arriver à avoir un parcours cohérent, qui est le responsable dans la boîte de designer ça? Est-ce que c'est le responsable produit? Est-ce que c'est toi? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup moins encore avec le product manager, mais Hmm. vraiment dans la conception design et expérience, aujourd'hui, c'est encore beaucoup moins. C'est pour ça qu'on veut recruter aussi un product designer UI UX, quoi. D'accord. Ouais, ok. Donc cette personne-là serait chargée de concevoir les parcours, les points de contact et peut-être d'harmoniser l'aspect purement digital et les autres Ouais, canaux. c'est ça. D'accord. Donc quasiment un service designer, un peu un poste Ouais, ouais, c'est ça. transverse. Bah, si tu veux, nous, on n'est pas un produit qui a d'énormes technologies. Mhm. Même si là, on commence à faire des trucs quand même assez poussés en matière de data, de carto, d'API, etc. Mais on a besoin d'avoir un produit super fluide, facile et agréable. Donc le design, il est méga important, quoi. Ok, on reviendra sur les outils parce que c'est ce qui intéresse tout le monde. Mais avant ça, je vois qu'à chaque fois que tu parles, et depuis 3 ans, hein, quand j'écoute ton interview d'il y a 3 ans, et là on revient, on parle de SEO et on parle de X, et à chaque fois tu reviens et tu nous dis, et même on a parlé de la marque et du renaming, tu nous dis, c'est les gens achètent pas de la paperasse, ils achètent un Mm. rêve, le rêve d'une maison, le rêve d'une construction, etc. Donc il y a un framework qui permet de forcer les entrepreneurs à penser comme ça, qui s'appelle Jobs to be done. Je sais pas si tu Mhm. le connais, c'est le Ouais, sujet de ouais. l'année pour José Lito. Donc, comment toi tu. Parce que tu as l'air vraiment très fort là-dessus. Enfin, est-ce que c'est un focus naturel pour toi? Est-ce que tu l'as travaillé? Comment tu le passes à tes équipes? Est-ce qu'il y a des Bah, obstacles? je l'ai travaillé ouais, en me documentant dessus. Mais la première question à se poser, c'est quoi un acte d'achat? Et que ce soit dans l'habitat ou pas, un acte d'achat, c'est émotionnel. Donc, parler d'un produit pour le vendre au lieu de parler du client, de ses émotions, de ses problèmes, c'est une méthode de mauvais commercial. Et ça, c'est difficile à transmettre.
Mais Mm. c'est vrai. Enfin, dans tout ce que tu achètes le pourquoi. Et c'est pas moi qui ai théorisé ce concept. Alors, c'est Tu n'achètes inconscient. pas, t'achètes pas un trou, tu achètes un cadre au mur. Ben, bien sûr, mais comme si les gens venaient chez nous acheter des dossiers administratifs. Enfin, tu Ouais. vois, non, ils veulent la clé pour réaliser leur projet. Et au Alors, niveau de évidemment, ton... et il y a en plus un autre truc, c'est que euh, c'est émotionnel l'achat, mais si tu commences à leur parler de features, de produits, de n'importe quoi, ça devient très rationnel. Et au Ouais. moment d'acheter, euh, bah, ça devient rationnel aussi. Ça sera trop cher, ça sera trop ci, ça sera trop ça. Donc, faut pas rentrer dans ce rationnel-là, faut rester émotionnel et en fait, peu importe combien ça coûte. Enfin, le prix, c'est quoi? C'est Mm. juste une valeur qu'on met au-dessus du service, mais c'est pas un sujet en fait. Si tu as envie de réaliser quelque chose, tu as envie de passer à l'action, ton projet d'habitat, il a quel prix, tu vois? Enfin, Ouais. Ça n'a pas de prix. Et souvent, je vois que c'est vraiment difficile avec des clients, en particulier s'ils ont beaucoup d'expérience, ils sont vraiment centrés sur leur process, ils ont leurs étapes à eux, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à revoir le parcours sous l'angle du client. Donc, bon, c'est peut-être aussi avec l'expérience que c'est le plus dur. Toi, tu as commencé jeune, tu as commencé étudiant. hmm. Euh, Après, je pense qu'aussi, c'est une question de personnalité. Il y a des gens plus empathiques que d'autres. Est-ce qu'au niveau de ton équipe, tu as un effort particulier pour faire passer ça ou ça se fait un peu tout seul C'est quand même quelque chose qu'on essaie de rabâcher tout le temps. Euh, Parce que c'est naturel de vouloir parler des fonctionnalités de la voiture quand tu la vends, tu vois, pour te donner un Ouais, exemple. Mais en fait, ouais. enfin, je te donne un exemple assez con, mais j'ai une nouvelle voiture, c'est une Tesla. Je suis allé l'acheter. À aucun moment, les vendeurs m'ont parlé des fonctionnalités de la bagnole. Je suis arrivé, ils m'ont mis dedans, ils m'ont dit allez faire un tour pendant 45 minutes. Je suis revenu, j'étais comme un ouf. Parce que ça te procure un plaisir, ça te procure une émotion, et limite, tu signes sans savoir les caractéristiques, et je m'en fous des caractéristiques, juste, ça m'a fait kiffer, tu vois. Et du coup, je l'ai acheté. Mais tu peux pas, mais naturellement, tu vas vouloir tout le temps revenir à de la description de features. Mais si la vente, c'était de la description de features, on ferait des super landing pages et on n'aurait pas de commerciaux, tu vois. Ouais. Et alors, du coup, tu entraînes comment les commerciaux et les marketeurs dans l'entreprise? Comment tu rabâches ça? Tu dis je rabâche. Est-ce que tu as des posters, tu as des trainings Non, ou non, c'est juste toi qui je vas suis, voir tout le je monde et suis leur dire chiant. hop, hop, t'es chiant et c'est tout, quoi. C'est ça. Et après, dans la com, dans le marketing, dans le site, etc., bah, on essaie pareil, de transmettre ça encore en amont. Alors après, là, c'est valable beaucoup sur le marché B2C. Nous, on Ouais, découvre le B2B. Moi, je suis quelqu'un du monde du B2C depuis tout le temps, etc. Maintenant, on commence à faire du B2B et c'est assez plaisant. Mais on découvre un nouveau monde. Et tu as quand même un peu plus de mal à inspirer, à parler de why, à parler d'accomplissement, parce que en face de toi, tu as des il y a acheteurs. des process, etc. C'est ça, il y a des process, il y a des prix de marché. Alors même si tu as envie de vendre plus cher que le marché, parfois c'est très compliqué, donc c'est plus difficile. Mais on arrive quand même à transmettre notre vision de bah, Algar, nous on fait pas des permis de construire. Si tu veux une boîte qui fait des permis de construire pour 3 balles, t'as qu'à taper ça sur Internet. Mais si tu bosses avec nous, c'est pas ça que tu viens chercher, tu Et vous savez qu'on peut vendre au-dessus du marché parce que vous êtes client kimono, donc vois. Ouais, ouais, c'est c'est vrai. possible. Avec bah, peut-être avec, ouais, c'est l'approche est un petit peu différente, mais il y a quand même ce côté, ouais, si vous avez un process achat et que vous regardez que le prix, on n'est pas le bon fit, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois, il y a un moment, moi je refuse les deals. Enfin, quand on me dit, ouais, il y a des concurrents qui font moins cher, moi je réponds, ouais, mais moi j'ai des clients qui payent plus, tu vois. Donc il y a un moment, bah tu veux pas bosser avec nous, donc tu bosseras pas avec nous, il n'y a pas de souci, mais ton concurrent, il va le faire, hein. Ouais, c'est plus. Est-ce que vous êtes borné sur un process achat ou est-ce que vous avez conscience que certains types d'expériences, même en B2B, vont aussi créer de la fluidité dans votre business et que cette Hmm, fluidité-là c'est ça. a un impact sur la croissance qui est difficile à chiffrer Bah oui, mais qui est réel, quoi. exactement. Sur l'expérience client, sur plein de choses. Mhm. Donc là, bon, on parle un petit peu culture. Donc à votre échelle, on peut encore avoir Aurélien Kéchian. Et puis après, plus ça va grossir, plus il va falloir arriver à démultiplier ça.
Je suis en train Ouais. de lire un super bouquin là, Culture Code. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je connais, mais j'ai pas lu. Je lis pas beaucoup en ce moment. Faudrait que je m'y remette Je un me, peu. je me doute, tu m'as l'air bien occupé. Et alors, il y a la notion de vision qui va avec. Tout à l'heure, tu disais, bah, euh, tu donnais des exemples de technologie, etc. Tu dis, on va prendre un designer. Ouais. Et on sent qu'il y a une vision qui est implicite, qui est, on va faire la même chose, mais on va la faire toujours plus rapide, toujours plus automatique, toujours plus efficace, etc. Donc, comment tu vois ça, l'idée de la vision? Est-ce que c'est juste du fantasme ou est-ce qu'il y a quand même un objectif clair qui emmène la culture dans une même direction? Non, non, c'est assez clair dans le sens où aujourd'hui, euh, faire des permis de construire et faciliter des permis de construire, c'est pas notre why. Notre vision, c'est un monde où on peut accéder à ces projets d'habitat en conformité et avec sérénité. Mais aujourd'hui, on est sur le permis de construire. Ça ne veut pas dire que demain, on n'élargira pas encore plus nos offres. C'est une vision euh, qui est réelle et sincère. Au moins, ça donne vraiment un why à ce qu'on fait, puisque Mm. quand quelqu'un obtient son autorisation, il va réaliser un projet, il va changer de vie, il va rendre ses enfants heureux, il va pouvoir inviter ses potes à des barbecues. Enfin, ça a un vrai impact dans la vie des gens, tu vois. Mm. Donc c'est hyper important. Et après, on a mis aussi ça sur papier, tu vois. Quand on a refait la marque Algar, on s'est reposé un peu plus profondément la question de la vision, des valeurs de la boîte, et on a reformulé ça, on l'a affiché maintenant sur notre site. Mhm. Et du coup, on essaie de respecter ça. Alors après, parfois, tu te poses toujours la question, est-ce que ça c'est dans les valeurs, ça c'est pas dans les valeurs, Mm. et tu fais des choix. Enfin, faut pas non plus être complètement obsédé par le truc, mais c'est important quand même. Vous êtes combien là aujourd'hui? Là, on est 20. Ouais, donc ça commence à être c'est un petit peu un seuil. Mais ouais, Ouais. disons jusqu'à 100, il y a encore ce côté osmose. Vous êtes tous au même endroit? Oui, on est tous à Lille. Après, on a une équipe aussi à l'étranger, mais qui est en sous-traitance. Mais vraiment, dans l'équipe Core Algar, on est à Lille. D'accord. Et ouais, je me rappelle aussi que tu avais parlé un peu de remote à une époque avec des facilitateurs, etc. Donc je sais pas trop comment vous avez évolué de ce point de vue. Bah, en fait, dans la boîte, il y a aussi enfin, il y a du télétravail, un peu de remote. Mais on a une équipe, nous, qui est basée à l'étranger, qui est basée à Madagascar. Bon, là, on a une bonne équipe. Et derrière, on est en train de s'associer avec cette boîte. Ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. Et en fait, c'est vraiment notre équipe de production graphique. Donc, on a des dessinateurs D'accord. projeteurs, des gens qui font de la 3D. Et c'est une équipe qu'on a montée quasiment from scratch, parce que quand on a commencé à bosser avec eux, ils étaient 8. Aujourd'hui, ils sont 50. Donc ils bossent vraiment avec nous depuis un moment. Et donc là, j'y vais. Là, je pars jeudi prochain pour aller les voir. Et c'est une boîte avec qui on va s'associer et avec qui on a construit un vrai partnership ultra gagnant-gagnant et quali, quoi. Donc là, tu as le côté externalisation à distance. Et je me rappelle C'est aussi que tu ça. avais eu le mouvement inverse. Au début, tu avais des facilitateurs externes, mais physiquement chez le client. Et qu'ensuite, tu as remplacé par des gens internes, mais à distance vis-à-vis du client. Donc là, il y a En tout ce fait, jeu de qu'est-ce qui ouais, est ouais, interne, y a- externe, remote, on etc., a qui est tout intéressant. testé. La difficulté dans notre business, c'est pas de faire ce qu'on fait, c'est de le faire à grosse échelle. Parce que c'est du service, que c'est à chaque fois des choses différentes et qu'il faut réussir à industrialiser un procédé. Donc, on a testé plein de choses. On a eu des facilitateurs qui étaient aussi dessinateurs en freelance. Sauf qu'on ne maîtrisait rien dans l'expérience. Alors, ils allaient chez les clients, ils prenaient les mesures, etc. Mais on était plutôt une marketplace. Et on prenait une commission sur ce que la personne vendait, sur un service pas récurrent. Donc, autant te dire que économiquement, ce n'était pas possible. On a vite arrêté. On a embauché des facilitateurs, donc dessinateurs en interne. On en avait embauché jusqu'à 4, qui produisaient vraiment les dossiers de permis de construire et qui, en plus, avaient cette mission de service client de customer success. Euh, et puis, finalement, ça marchait pas énorme parce qu'on n'arrivait pas à recruter, parce que justement, la plupart de ces profils-là en France sont freelance. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rappelé les freelances avec qui on bossait et on leur a dit, cette fois-ci, on va bosser avec vous, on va vous sous-traiter euh, la création des dossiers, puisqu'on arrive à le faire à distance maintenant en ayant les personnes chez nous qui ne vont plus chez les clients. Donc, on a commencé juste à leur sous-traiter les dossiers.
Sauf que, en fait, ça marchait pas parce que tu n'arrives pas à uniformiser un process vraiment de production sur 100 freelance en France. Donc, ça marchait pas du tout. Et du jour au lendemain, on a une entreprise malgache qui nous a contactés pour nous proposer ses services. Donc au début, on a regardé en mode ouais, l'externalisation, machin, pas top. On a commencé à bosser avec eux et en fait, on s'est rendu compte que c'est exactement ce qu'il nous fallait. Une équipe dédiée, une capacité de recrutement énorme parce qu'ils n'ont pas du tout le même problème qu'on peut avoir sur ce marché, sur le recrutement, et une capacité de scale. Et du coup, ça nous permettait vraiment de commencer à mettre en place des process, de l'automatisation et de monter une vraie équipe en back-office de production. Et donc, petit à petit, ils sont montés en nombre. Et là, on est à 50 et c'est vraiment eux qui produisent l'intégralité des pièces graphiques, des dossiers, des dépôts des dossiers en mairie, des réponses aux emails des mairies. Et on est en partenariat très proche. Parce que souvent, quand on parle d'externalisation, on a l'impression qu'on envoie ça comme ça et ils se débrouillent. Non. Nous, on a un directeur qualité et production en interne qui est en contact de cette équipe au quotidien, tous les jours, qui fait des visios, des réunions. On se rend là-bas minimum une fois par an et on est en train de s'associer là vraiment de manière au capital avec cette boîte. Et on a monté un vrai partenariat. Aujourd'hui, on a une super équipe et on a un partenariat aussi très éthique parce que quand tu parles d'externalisation et de Madagascar, etc., les gens ils deviennent complètement fous. Ah, il faut faire en France, naninaner, alors que personne n'a de problème à acheter des chemises chez Zara faites par des gamins au Bangladesh, qu'on soit très clair. Nous, on a une activité qui n'a aucun impact environnemental puisque c'est de la matière grise. On a des valeurs et une charte où en fait les personnes qui travaillent avec nous, elles sont rémunérées largement au-dessus des standards du pays. Madagascar, c'est le 5e pays le plus pauvre du monde et pour autant, il y a des talents incroyables et des ressources incroyables. Donc en faisant bien les choses, moi, ce chauvinisme de faut tout faire en France, ça me touche absolument pas. Et je suis aujourd'hui hyper fier d'avoir monté une équipe de 50 personnes sur un job intellectuel avec des gens qui sont formés, bien rémunérés et de faire vivre 50 familles dans un pays qui en a besoin, tu vois. Donc, quand on vient m'embêter sur ce sujet, j'ai tendance à Tu m'énerver montes assez les dents. rapidement puisque, ouais, c'est ça. Donc, en fait, la différence, c'est que, en fait, Algar, c'est quasiment euh, à la naissance, quasiment, en tout cas depuis un moment, une boîte franco-malgache, tu vois. Ouais. Et, Ouais, donc et 20 plus aujourd'hui, 50, parce que tu me dis 20, mais du coup, il y a quand même les 50 c'est ça. personnes en Ouais, ouais, production en bien sûr. plus, Mais même c'est s'ils parce qu'on sont n'est pas pas encore salariés. associés. Ouais. Mais du En coup, termes de aujourd'hui, ressources humaines, c'est ouais, ça. Aujourd'hui, ça se passe super bien. Alors, ça nécessite pas mal de travail de pilotage, de Mhm. process, d'études. Mais on est super content et c'est exactement le bon modèle pour notre société. Alors justement, les process, on a toujours des débats pas possibles autour des process, trop de process, pas assez de process, peut-être pas les bons process. Comment on concilie les process, la créativité, l'autonomie et la productivité, parce que les process vont parfois contre la productivité Mm, mm. ou la résilience. Donc Ouais. comment tu vois ça, comment tu le traites et comment tu Alors, prends ta décision quoi? Garder, virer les chez process. nous, dans notre métier, avec, comme je te disais, avec la difficulté de mise à l'échelle de cette activité et de ressources humaines qu'elle consomme, process is king. Enfin, s'il n'y a pas de process, on est un bureau d'études et on fait 10 projets par mois en mode PPR et c'est tout. Mais on n'en fait pas des milliers. Ça, Mm. c'est, enfin, tout est étudié, il y a énormément d'automatisation, les étapes sont claires, on essaie de productiser un maximum, on essaie de rendre nos clients autonomes, on essaie de faire comme si on vendait un logiciel, sauf qu'en back-office, il y a aussi de la production humaine, mais standardisée, productisée et automatisée un max. Maintenant, évidemment, quand tu es à comment dire, quand tu lances quelque chose, il ne faut pas non plus être totalement obsédé par le process et l'automatisation. C'est des choses à voir une fois que tu as des choses à automatiser et à processer. Mais on essaie quand même toujours d'être un max à standardiser les choses pour que demain on puisse les automatiser et les processer. Mais au début, juste il faut faire et puis s'il y a un truc qui prend, enfin, ça sert à rien d'essayer d'automatiser des choses quand tu as 3 trucs à automatiser. Ça sert à rien d'essayer d'anticiper des problèmes avant de les avoir et de Ouais. vouloir les régler avant de les avoir.
Donc, c'est toujours un équilibre. Mais par contre, on est Attends très d'avoir le fort sur... problème, mais du voilà. moment où tu l'as, donc toi, tu as un petit peu développé l'intuition de, ok, là, c'est le moment où le problème est prouvé, donc maintenant, il faut, si on peut pas l'éliminer complètement, on le processe, quoi. Exactement. Et après, on est assez bon sur le processer, l'automatiser, le documenter. Ok. Là-dessus, on est Bah, pas tiens, mal. tu auras des astuces pour ça, peut-être quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des process, il a identifié quelque chose qui semble être vraiment récurrent, comment il peut faire simplement pour en faire un process ou en faire le standardiser? Déjà, mais c'est la formation, tu sais, des New One Can Scale qu'on avait fait. C'est pour pouvoir automatiser des choses, il Le faut que ça soit standardiser avant. standardisé. C'est ça. Et Donc, comment le pour le standardiser? standardiser, il faut se poser les questions de qu'est-ce qui peut être fait de la même façon, de manière récurrente dans un process. Par exemple, nous, chaque dossier de permis de construire est différent. Par contre, la manière de faire le dossier, le nombre d'étapes, le nombre d'allers-retours avec le client, Hmm. la manière de contacter une mairie, etc., tout ça peut être standardisé et après automatisé. Donc, il faut vraiment se poser la question de, OK, qu'est-ce que je peux faire pour que Donc tu demain, fais des ça soit listes? automatisable? Ouais, tu peux faire des listes. Après, nous, on aime bien dessiner les parcours Mhm. euh, Un et peu en on flowchart réfléchit comme ça, quoi. avec des, Ouais, c'est ça. ouais, C'est ça. diagrammes de, comment on appelle en français, je sais plus, diagramme, Ouais, je vois ce dont tu parles, mais je ne sais plus non plus le nom. flowchart. Ouais, le diagramme avec des diagrammes de décision, un truc du genre. C'est ça. Cool. Bon, on n'en saura pas plus, plus précis, mais c'est déjà un bon début. Mais c'est Alors difficile. Moi, j'ai après, je trouvé ça. t'avoue Je sais pas que pourquoi, mais je pense pas en flux, mais j'ai du mal à faire ça. ouais, Je suis très rationnel sur plein de c'est choses, mais c'est- faire c'est des flux, plus euh, c'est plus mon associé qui est directeur des opérations et notre automation manager qui hmm, va mettre en place ça. d'accord. Moi, je déniche plus l'offre et j'essaie de trouver le truc. Et après, moi, j'ai influé cette culture de la standardisation, de l'automatisation, parce que c'est vraiment moi qui avais suivi la formation et ça a été un déclic dans notre développement. Mais maintenant, je pense qu'on a bien réussi à acculturer toute l'équipe sur le fait qu'en fait, on est une boîte de service. Donc, les gars, si on veut être super gros, on a intérêt de standardiser, d'automatiser. Et ceux qui viennent et qui peuvent pas faire le deuil d'un artisanat 100% sur mesure, eh ben, faut pas travailler chez nous, puisque Mhm. par définition, tu peux pas faire de l'artisanat quand tu as des milliers de clients. Par Donc, contre, c'est ça qui est incroyable, c'est quand on a commencé à changer cette culture, on était mhm. dans l'artisanat, on avait énormément de résistance en interne par plusieurs salariés, alors qu'ils sont plus forcément dans l'équipe du coup, euh, où c'était oui, le client, on va passer moins de temps avec lui, ils sont pas contents au prix où ils payent, nanana. Et au final, un an après, euh, on passe moins de temps, le client il est plus autonome, il a moins de prise de contact, beaucoup de choses sont automatisées, etc. Et la satisfaction client, elle a fait mais x15. Notre scalabilité, elle a fait x15. C'est- Enfin, Retour au job to be done. Les gens payent pas pour passer du temps avec vous, ils payent pour avoir le Graal. exactement, c'est ça, c'est ça. Ok, et alors au niveau de l'équipe, ça se traduit comment? Parce que quand tu fais de l'opération, tu dois être dans le process, donc quelque part tu es moins autonome. Par contre, tu dois être assez autonome pour créer tes propres process, ou en tout cas redocumenter quand tu vois un truc qui peut être standardisé. Et j'imagine que comme comment dire, le travail est relativement flexible, il y a quand même de l'autonomie dans le process. Donc comment ça Ouais, s'équilibre à ton alors, sens? déjà, on a des outils. On utilise Notion, par exemple, sur vraiment le partage d'informations. On Mhm. a Slack, on a tous les outils d'automatisation. Maintenant, il y a pas de casquette c'est lui qui va standardiser les choses, etc. Tout le monde réfléchit à comment standardiser les choses. Et nous, on est là pour tout le temps veiller à ce qu'on ne fasse pas des trucs trop à la mano, etc. Et après, par contre, il y a une vraie casquette automatisation. Et là, c'est Maxime, mon associé, et Liora, notre automation manager. Mais tout le monde a globalement cette culture maintenant du OK, on reste un service. Donc parfois, tu peux pas non plus aller trop loin et tu dois faire entorse au process parfois et c'est nécessaire. Mais quand tu Mhm. dois faire entorse au process sur 2% des clients pour que les 98 autres, en fait, ils soient autonomes, il n'y a aucun souci. Par Mhm. contre, quand tu dois faire de l'artisanat sur 98, c'est pas possible. Donc Mhm. aujourd'hui, il y a un process, tout est Donc ça, c'est un bon standardisé. sens qui a été un petit peu diffusé dans la boîte et Bah, c'est ça, tu vois, à un moment, ça reste du service, ça reste de l'humain, ça reste des problématiques parfois complètement inconnues.
qu'on n'a jamais rencontré. Donc, tu es obligé de sortir parfois du Et process. ça devient évident pour la personne qui le fait, quoi. Ouais, c'est ça, bon sens. Ouais. Ok. Et alors, dans les 20 personnes, il y en a combien qui sont vraiment, disons, orientées opération et en contact avec le client? Alors en fait, on a une équipe de Customer Success de 4 personnes, plus Ok. une manager du Customer Success, qui travaille aussi beaucoup sur les process. On a un directeur qualité et production qui travaille du coup avec l'équipe Mhm. externe. On a une équipe tech produit que je t'ai décrite tout à l'heure, plus mon associé Maxime qui est... en fait, moi, je suis beaucoup plus sur la partie offre, market, sales avec le directeur commercial et les sales. Et mon associé, il est beaucoup plus sur la partie opération avec l'équipe de production externe, l'automatisation et le customer success. Ok. Ok, donc tout Donc ça là, est quand par même exemple, relativement connecté. pour Ouais. donner un exemple, moi là, je commence à vendre des nouvelles offres, à défricher des nouveaux marchés. Et une fois que ça prend et qu'on a vendu, Maxime, il se met en place avec l'équipe pour réussir à designer un process, à l'anticiper et ensuite à le dérouler. Ok. Et alors, entre le marketing et le succès, est-ce qu'il y a des liens et à quoi ça ressemble? Oui, il y a des liens puisque dans le Customer Success, tu as une partie où vraiment bah, le client il a un dashboard, il a des notifications, il a des emails, etc. Ouais. Et donc dans les parcours, le marketing intervient sur tout ça, avec le produit aussi, puisque dans les tunnels d'inscription, etc., le marketing il va intervenir sur le contenu, sur les wordings, sur les Hmm. visuels, sur plein de choses, sur l'analytique. Après, on a de l'externe aussi, on a une agence SEO, une agence SEA, mais tout le monde travaille ensemble, quoi. D'accord. Ouais. Et donc, tu as des formats particuliers pour. Est-ce qu'il y en a un qui est, disons, honneur et derrière il présente ce qu'il a fait, et il y a des inputs ou. Non, ça dépend. Franchement, c'est plus telle personne va s'approprier un projet et ensuite va aller. Par exemple, si Marion au marketing s'accapare un projet, c'est elle qui va être la chef de projet naturellement et qui ensuite va aller voir la tech pour si le customer success D'accord. pour ça Et et chacun sait inversement. sur qui s'appuyer pour. Ouais, bah on est 20, tu vois. S'il y a un moment, si on Ouais, peut ouais. pas, Ouais. faut pas non plus. Ok. Mais après, les personnes pourraient se dire, c'est bon, je sais, disons, je peux gérer ça en entier, mais il y a peut-être le réflexe Bah, il y a maintenant de se toujours dire, des ok, le choses, ouais. marketing va me donner du wording, le produit va me donner une vision de Ouais, parcours. et tu vois, sur la mise en place de flow, d'email, etc., Ouais. le marketing est quasiment totalement autonome, mais parfois il y a besoin d'aller voir la tech quand même parce que, il y a des sujets de tracking, un peu de code, de personnalisation, et du coup, Mhm. on peut pas forcément tout faire tout seul. Donc là, tout ça, ça ressemble pas mal au process qu'on va appeler gross marketing, où on lance des choses qui sont transverses, et qui sont un petit peu Ouais, packagées et qui vont avoir un impact. Alors cet impact, comment tu gères toi l'aspect de données? Je pense que c'est assez important pour la plupart des boîtes qui font ce que vous faites. Donc vous avez quel genre d'approche pour tout ce qui est données, suivi de l'impact de vos modifications alors on utilise globalement un gros système CRM qui est HubSpot. Mhm. Donc, on fait quasiment tout sur HubSpot. Ensuite, avec Google Analytics, euh, Hotjar, Google Optimize sur de l'A/B testing. On fait pas mal de choses comme ça. Donc, en fait, quasiment tout est centralisé dans HubSpot aujourd'hui. Ok. Et qui est en charge de ça? Qui est-ce qui regarde les données? Qui les présente? Comment ça se passe? Bah, pareil, soit Marion qui est la senior content, Eva qui est, on va dire, growth marketer, qui touche un peu à tout, même moi ou l'agence. Mais du coup, non, ça dépend des sujets. Ok. Par exemple, sur le tunnel de conversion, ça peut être Axel, le product manager, qui va aller voir la déperdition dans chaque étape Mhm. pour qu'ensuite on travaille ensemble avec moi sur, OK, on va rajouter tel truc, et puis on va regarder comment la déperdition évolue. Et après, c'est la tech qui s'assure que le tracking est fiable ou. Oui, oui, oui. D'accord. Ah, souvent, c'est nous qui nous rendons compte qu'il ne marche pas parce qu'on n'a pas nos données. Et du coup, on leur dit ça marche pas, et puis ils investiguent, ils regardent, et puis parfois ils trouvent vite, parfois ils trouvent moins vite, parfois c'est complexe. Donc voilà. Et comment ça s'est mis en place au début? Vous avez quand même, vous aviez une liste de KPI que vous vouliez suivre ou des dashboards à remplir? La première étape, elle Hum, passe par quoi? non, parce que le business, il a tellement évolué que... Alors, j'ai jamais été vraiment rigoureux sur remplir un tableau de bord et vraiment suivre, etc.
Ok. Et j'y vais parfois plus à l'instinct, c'est-à-dire que même si le chiffre il me dit l'inverse, parfois j'ai tendance à me dire bah ok, il dit l'inverse, mais on va quand même tester ça. Donc on n'est pas hyper rigoureux sur C'est plus ok, ad on hoc. fait un test. J'ai besoin de voir la déperdition. Ah tiens, j'ai rien pour mesurer ça, donc qu'est-ce que je mets comme tracking pour voir la déperdition Ah non, bah tout ça c'est programmé. C'est plutôt bah, je vais me connecter à Google Analytics, je sais à peu près Ok. utiliser le truc, je vais regarder et Mais puis tout ça a je vais été voir qu'il y a un setup problème. un peu par Ouais. défaut en fait. Vous n'avez pas forcément été chercher des mesures particulières pour répondre à vos questions. Non, tout a été setup par défaut, à part ouais, les tunnels de conversion où là vraiment Ouais. tu dois designer le funnel pour voir chaque étape, qui sort à chaque étape, qu'est-ce qu'on met en place pour qu'il sorte plus, tout ça. Et Mais ça, vous ça se fait l'avez ouais, brique en par même brique, temps hein. que tu as fait le tunnel ou... Ouais, dès le début, on avait toujours utilisé ce genre de tracking pour les funnels. Parce que vous avez ce réflexe, ça te paraît peut-être trop normal, mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont faire leur tunnel et qui vont pas mettre des métriques dessus. C'est vrai? Ouais. Donc, ouais, donc Ouais, c'est au c'est quand moment où même, tu lances si quelque tu veux. chose, tu regardes aussi comment tu vas le mesurer, comment tu vas voir ce que ça donne. Bah, c'est clair. Non, mais là, tu vois, on a changé Pareil pour complètement le AdWords. tunnel de conversion. On peut s'en tenir juste au nombre de leads que ça génère, mais c'est quand même dommage de ne pas savoir à chaque Voilà. étape qui passe pas. Là, la première étape, je sais plus, on avait 30% des gens qui passaient. On a changé un truc, passé à 46, tu vois. Donc, si on n'avait pas cette info, c'est quand même Voilà. con, quoi. Ouais, ben justement, c'est pour ça que pour toi, c'est du comme ça vient, mais non, c'est pas si à l'arrache que ça, tu vois, parce que Ouais, c'est ça. ce qui aurait été à l'arrache, c'est en effet de regarder le nombre de leads et de pas savoir d'où Oui, ça oui. sort. Et derrière, t'es là, tu fais ah ouais, bah alors comment on sait? Et après, tu retournes. Donc ça, c'est assez. Et les Après, tu Hotjar, vois, par exemple, ouais, bah, les Hotjar, on regarde un peu les cartes de chaleur, on regarde fais les un peu de screens vidéo. vidéo. Ouais. Ouais. Mais Bon, tu ça marche cherches pas à tout le voir des choses temps. en particulier ou tu le mets un peu comme ça et tu vois? Bah, par exemple, sur un tunnel de conversion, j'aime bien voir où les gens vont regarder, où les gens vont passer avec leur souris. Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont en train de buter sur un truc? Est-ce qu'il y a des items Euh, qui servent à rien du tout? Ouais, et tu vois, ça permet de voir des bugs parce que je me souviens une Ouais. fois, il y avait un screen vidéo. Tu vois la personne qui clique sur le bouton, ça marche pas. Elle clique 3 fois et elle se casse, tu vois. Donc, pareil sur Classique, les temps grand de chargement. classique. Là, on a un problème de temps de chargement dans le tunnel parce que on utilise énormément de données cartographiques, etc. Et on utilise des Hmm. API de l'État. Donc, autant te dire que les mecs, c'est pas des anciens de Google. Du coup, ça marche pas bien. Et forcément, tu as de la déperdition, quoi. Ouais, je voulais en parler de l'état aussi, mais on va le zapper celui-là, je crois. Mais on peut finir peut-être sur les outils, parce qu'on a parlé de plein d'outils tout le long. Alors, comment vous choisissez les outils? Alors, tout le monde pense aux outils tout le temps, tout le monde s'arrache les cheveux sur les outils. J'ai l'impression que c'est pas Ouais. quelque chose qui vous prend trop la tête. Comment tu fais? Non, alors bah déjà on a HubSpot, donc si tu veux, ça couvre quand même une grosse partie de ce qu'on fait. Mhm. Après, sur les sales, on a mis en place d'autres choses pour aller faire de la chasse, tu vois, des Lucha, Phantom Buster, ce genre de choses. Après, on a les logiciels de téléphonie, on utilise Ringover. Ensuite, on a le logiciel de paiement en plusieurs fois pour les particuliers Ok. qui s'appelle Alma. On a On n'a pas parlé Notion. compta, donc l'intégration comptable, CRM, tout ça, il y a un peu d'intégration? Alors ça, c'est toujours la merde, de toute façon. Euh, Sur le B2C, on a réussi à automatiser les factures quand ça Ouais. veut bien marcher. Et parfois, ça merde et puis il faut revenir dessus à la mano. Mais franchement, c'est plutôt un bon problème hein, d'avoir des factures à faire. Donc, bon, on s'en occupe, mais quand ça bug, eh ben, c'est tout, on le fait. Et Ouais. puis... Ok. Et alors, comment tu choisis tous ces outils? Est-ce que c'est un process qui est long? Est-ce que tu prends le premier qui vient? C'est par Alors, il reco? y a les outils que moi je connais, les outils que des personnes dans l'équipe connaissent et du coup vont me proposer et en me disant bah ça va me permettre de faire ça. Et là, dans ce cas-là, je leur dis ok, bah montre-moi, ça coûte combien et tout, on regarde. Mhm. Euh, Après, quand c'est un outil à 10 balles par mois et que ça va te permettre de vraiment faire un truc de ouf, franchement, prends-le et puis voilà. Comment t'évites d'avoir trop d'outils ou des outils qui se parlent pas, des Bah, outils qui je servent à rien? contrôle quand même du coup les outils qu'on met en place. Tu contrôles, tu regardes Parce quoi en que fait pour voilà, être sûr que ça part pas dans tous les sens? bah, pour mettre en place un outil, il faut quand même qu'on me le fasse valider. Et si vraiment ça n'a pas un énorme impact ou que c'est bien, mais tu vois, tu peux faire sans, bon, on va pas se rajouter un outil non plus pour rien, quoi. Ouais. Donc toi, quasiment, si je caricature, par défaut c'est non, ça doit avoir un énorme impact, sinon c'est non.
pas forcément un énorme impact, mais si ça a un petit impact répété, Ce qui tu devient vois, un impact ouais, significatif. c'est Donc toi, ça. tu penses vraiment impact naturellement tout le temps. Je sors ça parce Ouais, qu'on a et cet prix, hein, article. faut pas se mentir, hein, Et prix. HubSpot, ça nous coûte déjà une blinde. Ouais, c'est le plus cher. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc après, tu as des outils plus ou moins chers. Et comment tu as fait le choix d'HubSpot c'était au début, j'imagine, ou assez tôt? Ouais, alors au début, on était sur un autre CRM français dont je tairai le nom, qui était, à mon sens, pas forcément au point et en tout cas qui répondait pas à ce que nous, on voulait faire. Mhm. Parce que nous, sur HubSpot, on gère le marketing, la vente, le customer success, c'est le Mhm. back-office de notre espace client. On n'a Ce qui pas est quand même développé un de back, c'est choix, vraiment c'est quand très même un complet. choix assez lourd que vous avez fait là. Donc comment t'as fait, comment t'as pris cette décision? Bah, la première chose, c'était euh, un sujet de marketing et d'inbound qu'on fait avec le SEO. Et donc sur l'inbound, HubSpot, ils ont inventé le mot inbound. Donc, tu vois, enfin, D'accord. Donc du coup, on est c'est parti là-dessus. parti de ton acquisition et derrière tu t'es dit tiens ça peut finalement couvrir Ouais, aussi mes process de mais service. après, il y avait aussi dans le process un développeur qui avait regardé, Hmm. qui avait fait un petit audit du truc pour voir si ça allait nous permettre de faire ce qu'on voulait. Et donc, après, on l'a choisi, quoi. Ouais, je fais le lien avec un article qu'on mentionne souvent dans ce podcast. On remettra le lien où la personne dit bah, pour accélérer vos équipes marketing, arrêtez de mettre des outils, justement des gros outils type HubSpot et derrière de construire dedans et ça n'avance pas, mais plutôt regardez vos process et ce qui a besoin d'être automatisé, trouvez l'outil qui va faire ça et c'est tout quoi. Alors ça dépend vraiment du Ouais, contexte. Dans votre après, cas, vous aviez besoin de cette base ouais, je avec suis assez HubSpot. d'accord sur le fait que les outils promettent de tout faire. Souvent, ils font tout, mais pas très bien. Ouais. Maintenant, un CRM pour notre activité, avec une brique marketing, une brique sales, des workflows d'automatisation, un système de notes, de tâches, et qui en plus présente des API correctes et qui nous permettent Mm. de s'en servir comme back. Aujourd'hui, c'est le squelette vraiment de notre activité, tu vois. Ouais, donc ça c'est Euh, pour le cœur, et puis derrière les autres outils, il faut vraiment que ça vienne C'est pour un ça. besoin qui Après, on existe n'a pas déjà. commencé comme ça. Au début, on faisait pas comme ça. Les clients, on les gérait Mm. par mail. Il y avait pas tout ça. C'est sûr Ouais, que si et tu dois automatiser quatre choses, bah oui, tu auras plus intérêt à prendre un Google Sheet, surtout pas monolithe. le Ouais. connecter à des emails et puis faire deux, trois automatisations. Mais après, à Et un moment, quand tu veux traiter des milliers de clients, ouais. Ouais, donc il faut bien comprendre ces seuils-là aussi, et puis être prêt à bah, payer plein pot, parce que là, HubSpot, tu viens de décrire ce qui est intéressant dans HubSpot, c'est pas ce qui est dans la version la moins chère, et donc il faut être prêt à non, après, utiliser la. t'as souvent des réductions quand même hein, quand tu fais Ouais, partie d'un incubateur. Tu vois, nous, la d'accord. première année, on a eu 90% de réduction. La deuxième, on a eu 50 et maintenant, on a 25 à vie, tu vois. Mhm. Donc, bon, si t'es malin, tu peux Donc ça trouver c'est ça. pour les startups et puis après pour des petites PME voire TPE qui ont beaucoup d'expérience et qui veulent se digitaliser, la problématique est un petit peu plus complexe parce que Ouais, les prix sont pas les mêmes non plus quoi. ouais, c'est ça. Et puis, l'avantage en startup, c'est que souvent, t'as rien. T'as pas de système d'information, t'as rien du tout. Ouais, Une t'as TPE ou pas une la PME migration très lourde. c'est ça, Qu'un qui a un CRM fait à la historique, main c'est il y a 20 compliqué. ans. Là je cite des exemples que j'ai que j'ai sous la main. Donc, c'est des vrais problèmes. Et HubSpot va les chasser, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup aussi. HubSpot va chasser ce genre de boîte, mais derrière, ils doivent se taper la migration et le bénéfice n'est pas si évident que dans votre cas. Ouais, Donc c'est c'est sûr. qu'il faut. C'est sûr. Ouais. Intéressant. Et bah tiens, un dernier point sur la digitalisation, et on parlait de l'État. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux partager peut-être ton expérience à ce niveau-là? Est-ce que ça bouge? Comment vous Ouais. participez? Est-ce que vous arrivez même à faire du feedback auprès des services de l'État et des collectivités? Tout à fait. Alors nous, on est allé plusieurs fois au ministère avec la French PropTech pour participer sur ces projets. En fait, si tu veux, les démarches, les autorisations d'urbanisme, c'était une des dernières démarches administratives en France qui n'était pas dématérialisée. Mm. Parce que c'est quelque chose de très compliqué. C'est pas je remplis un formulaire et je reçois ma carte grise, tu vois. C'est un dossier à monter avec des plans, une personne qui va l'instruire, une personne en interne, une personne en externe. C'est extrêmement compliqué. Euh, mais il se trouve qu'au 1er janvier, l'État a mis en place un projet pour qu'on puisse déposer les demandes en ligne via des guichets numériques en fait sur les mairies, ce qui est une super nouvelle. La moins bonne, c'est que c'est pas top. Il n'y a pas C'est que d'API. en fait,
Ah non, bah non, mais API, non, il y a pas, il y a pas d'API. Mais si tu veux, les mairies, elles sont habituées à utiliser des logiciels pour l'instruction de leur dossier, des logiciels qui sont dispensés par des opérateurs de logiciels. Et ces mêmes opérateurs, c'est eux qui ont développé les systèmes pour qu'on puisse déposer une autorisation en ligne. Sauf que la décentralisation de l'État et notre constitution ne permet pas à l'État de faire un outil qu'on déploie dans toutes les mairies. Ah bah, pour une Donc, fois il y a qu'il y a 36 un 000 truc qui mairies aurait en pu le France. centraliser. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, il y a 36 000 mairies en France. Et donc, il y a 36 000 services de dépôt sur plusieurs éditeurs de logiciels différents qui ne sont pas apaisables et qui ont l'air parfois de logiciels des années 90. Donc, au final, c'est bien, on peut déposer une demande en ligne, mais ça me fascine à quel point l'État, même dans une démarche de simplification, arrive à complexifier les choses et à nous donner encore plus d'opportunités business. Parce qu'au début, on nous disait, oui, ça va se dématérialiser, vous allez plus avoir de travail. Bon, les gens comprennent rien, ils ne comprennent pas qu'un dossier de permis de construire, il faut d'abord le créer avant de le déposer. Donc non, dans tous les cas, c'était pas du tout un danger pour nous. On dépense 80 000 euros par an de papier pour imprimer nos dossiers. Je peux te dire que si on peut tout faire en ligne, ça me va très bien. Mais du coup, pour un C'est particulier, pas une métaphore, c'est... hein, on est d'accord que c'est 80 Non, 000 c'est vrai. littéral euros Non, c'est vrai. de papier. Donc, pour déposer un dossier Une euh, forêt. en tant que particulier, ça va être chiant parce que le service en ligne, il est pas top, mais tu vas le faire une fois, il n'y a pas de problème. Pour un constructeur de maison qui en dépose 5 000 par an, sur 36 000 communes, je peux te dire que c'est ultra compliqué. Du coup, bah, nouvelle opportunité pour nous. La complexe On a tech. développé une nouvelle offre qui s'appelle Algardesk et qui va permettre à différents acteurs, dont des constructeurs de maisons, en fait, de non pas nous confier l'élaboration de leur dossier, mais de se servir de notre dashboard comme guichet unique. Et ensuite, c'est nous qui déposons le dossier sur tous ces services et qui gérons toute la gestion administrative derrière. Donc ça, c'est pas Donc encore au en final, ligne. c'est en train d'arriver là. Vous l'avez entendu ici en premier. Ouais, Donc Algardesk, ok, super. c'est ça. Bon, bah, si vous avez une piscine à construire ou un abri de voiture, une terrasse, il y a plein de choses, je suis sûr, qui ont besoin d'autorisation, on n'y pense même pas. Plein. Une clôture même. Clôture. Mm. Alors, clôture, toutes sortes de clôtures ou seulement Toutes sortes de certaines clôtures. clôtures? Pourquoi t'as fait une clôture pas Un déclarée? grillage? Je fais une haie. Les haies? Les haies aussi, ouais, tout à fait. Ah, c'est pas possible. Ouais, Énorme. parce que tu dois respecter l'urbanisme et Ah bah oui, l'urbanisme environnant, donc tu peux pas mettre ce changement que de tu veux. couleur des volets. Et dans un sens, tant mieux aussi. Alors, parfois, on a des situations, je t'avoue, c'est tiré par les cheveux et on se dit, putain, il y a un moment, laisser-leur faire leur projet. Et en même temps, s'il n'y avait pas d'urbanisme, ton voisin, il aurait le droit de construire une tour de 10 étages dans son jardin. Ouais, bah, Donc, à un moment, tu vois, si on veut maîtriser ne serait-ce que les villes et même les campagnes, faut pas qu'on puisse faire n'importe quoi non plus. Mais nous, on est là en tiers de confiance, tu vois. On ouais. est là pour rendre service aux gens, mais aussi à l'administration, puisque on leur présente des dossiers qui sont élaborés, qui sont clairs et qui vont respecter l'environnement, quoi. Donc tu as fluidifié ce process qui fait partie de la vie administrative du pays. Alors C'est ça, ça. c'est un vrai dilemme, hein, pour les gens qui voyagent. On a aussi vu des pays sans urbanisme. Et donc, Ouais, il y a un côté très intéressant, mais c'est clair que si c'est dans ton jardin, donc comme on dit toujours, not in my c'est ça. backyard. Ouais. Ok, cool. Bah écoute, on a fait une bonne heure. C'était hyper intéressant. Est-ce que tu as un mot de la fin? Bah, non. Pas de mot de la fin. Merci pour cet échange. Bah, merci beaucoup. Puis peut-être à une prochaine fois pour des À questions bientôt, sur ouais, d'autres sujets. carrément. Bye Aurélien, Salut Philippe, Algar, bye. allez voir le lien en commentaire.